Un flashback montre tous les habitants d'un immeuble ayant une réunion avant la chute de neige. Soudain, l'électricité a été coupée et une voiture a percuté l'entrée principale. Tout le monde s'est déplacé rapidement et n'a pas été blessé, mais lorsqu'un homme est allé vérifier le conducteur, il est instantanément mort. Dans le présent, Juan continue de trouver des corps partout tandis qu'il poursuit son chemin. Il entend aussi quelqu'un siffler, mais il ne sait pas d'où cela vient. Après un peu plus de marche, un étrange inconnu apparaît derrière lui, alors il court jusqu'à ce qu'il le perde de vue. Puis il entre dans la station et trouve le train gelé sur les rails. Toutes les personnes qui ont essayé de s'échapper sont mortes, mais il reste quelques survivants dans le train qui demandent de l'aide. Juan entre et leur explique qu'il ne peut rien faire pour eux. Il ouvre son sac pour prendre les bouteilles d'eau et découvre que Tano y a mis aussi une arme. Après avoir donné l'eau aux survivants, Juan repart. Peu de temps après, Juan arrive à l'immeuble avec la voiture à l'entrée. Il commence immédiatement à monter les escaliers et trouve des survivants à chaque étage. Certains prient tandis que d'autres se disputent. Dans l'appartement de son ex-femme, il trouve un homme en train de voler des affaires. Juan le pousse contre le mur et exige de savoir où est sa fille. Les voisins se précipitent lorsqu'ils entendent les cris et demandent à Juan comment il a survécu à la neige. Juan se fige lorsqu'il réalise qu'il y a de la neige sur sa main nue, mais elle ne lui fait pas de mal. Le moment est interrompu par son ex-femme Elena, qui chasse les autres avant de dire à Juan que leur fille Clara est restée chez une amie la nuit dernière et qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle depuis. La culpabilité fait craquer Elena et Juan la réconforte. Elle n'a pas l'adresse de l'amie, mais elle connaît son nom, alors Juan annonce qu'il ira à l'école pour obtenir l'adresse dans les dossiers. Lorsqu'il tente de partir, les voisins le bloquent pour poser beaucoup de questions. Il leur dit que la neige ne fait pas de mal une fois tombé et qu'il a survécu en couvrant tout son corps. Cependant, il ne le laisse toujours pas bouger et insiste pour voir le masque, alors Juan sort l'arme pour les tenir à distance. Dans les escaliers, il abat un homme pour dégager le chemin et les autres viennent après lui, furieux. Elena demande de l'aide à une amie voisine, mais celle-ci lui ferme la porte au nez. Le couple se précipite se cacher dans un appartement vide et bloque la porte avec des meubles. Après avoir trouvé un corps dans la baignoire, Elena commence à se couvrir avec des couches de vêtements. Les voisins sont à la porte, alors Juan ouvre le feu pour les empêcher d'entrer. Puis il fait porter le masque à Elena et l'envoie à l'école. Elle saute par la fenêtre et survit en atterrissant sur la voiture accidentée. À ce moment-là, les voisins réussissent à pénétrer, alors Juan couvre sa tête avec un sac en plastique et brise la fenêtre pour faire fuir tout le monde de la neige. Juan s'échappe par la fenêtre mais s'évanouit d'asphyxie. De retour chez Tano, Anna veut faire du thé mais il l'arrête de l'utiliser de l'eau du robinet car elle pourrait être contaminée. Les hommes travaillent dur pour sceller chaque fenêtre avec du ruban adhésif ou des planches de bois. Tano trouve un gars en train de manipuler son arme et la reprend tandis qu'elle explique qu'elle est ancienne militaire. Fatiguée d'attendre, un gars prend son casque et annonce qu'elle part. Cependant, Tano l'arrête et annonce qu'il part en premier avec un masque qu'il vient de fabriquer. Il emprunte le vélo d'un gars et remarque que la lumière LED ne fonctionne pas, mais celle alimentée par le cyclisme fonctionne. Tano théorise que les anciennes choses fonctionnent, ce qu'il confirme en connectant un tourne-disque à une batterie de voiture. Ensuite, ils portent tous des masques improvisés et atteignent la caserne de pompiers, où ils collectent des tenues de pompiers et des masques. Pendant ce temps, Juan se retrouve dans une tranchée à observer une lumière rouge monter dans le ciel. Soudain, il se réveille et découvre qu'Elena a trouvé ses amis dans la rue, alors ils sont revenus le chercher en camion. Tano lui dit que les vieux moteurs fonctionnent. Un autre flashback montre un gars avant la chute de neige. Elle a remarqué que le téléphone de son frère avait une notification pour une livraison, mais comme il était en plein match de football, elle s'est portée volontaire pour faire le travail. Cela lui a sauvé la vie. Dans le présent, le groupe revient à la maison de Tano. Il connecte une radio à la batterie de la voiture mais peu importe la fréquence qu'il utilise, personne ne répond. Une dispute éclate sur ce qu'il faut faire et Juan veut emprunter la voiture pour trouver sa fille. Tano refuse, disant qu'ils doivent rester ensemble. À ce moment-là, un homme portant un masque de soudure entre dans le garage. C'est leur voisin Benito, qui veut emprunter la voiture pour livrer des fournitures à d'autres personnes avec son ami Roberto. Tano refuse, pendant qu'ils se disputent, Omar profite de l'occasion pour voler le véhicule et partir. Après le départ de Benito, Tano dit aux autres qu'il n'est pas content d'entendre que Benito travaille avec Roberto car ils ont eu un désaccord. Alors qu'Omar conduit dans les rues, il voit une lumière rouge dans le ciel et se laisse distraire. Il remarque les voitures bloquant la route à la dernière seconde et tente de tourner son véhicule, mais il se crache dans un magasin. Pendant ce temps, Elena et Juan se préparent et partent à la recherche de leur fille. Ils essaient la première voiture qu'ils trouvent, mais elle ne fonctionne pas. À ce moment-là, un camion de survivants passe, alors ils se cachent jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ces hommes retrouvent Omar et le sauvent. Le couple finit par passer la nuit dans la voiture et les gens dans la maison peuvent entendre les pilleurs pénétrer dans les magasins du quartier. Tano continue d'essayer la radio en vain. Le lendemain matin, Juan et Elena arrivent enfin à l'école et entrent par la fenêtre. Pendant qu'Elena cherche l'adresse, Juan cherche une vieille voiture qui fonctionne. Il entre dans un cab. Une nuit en Argentine, 3 filles se détendent sur un bateau. Soudain, le ciel devient sombre et une aurore boréale apparaît au loin. La mer commence à trembler et l'une des filles se précipite à l'intérieur pour vérifier le GPS, mais il ne fonctionne pas.
Une fille s'effondre et son amie essaie de courir vers elle, mais le vent ferme la porte. Lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle remarque que ses 2 amies sont mortes. En ville, 3 hommes se rendent à leur jeu de cartes hebdomadaire chez un ami. Cependant, la rue est bloquée par une manifestation et la foule pousse toutes les voitures qui essaient de les traverser. Le trio n'a d'autre choix que de prendre un autre chemin et finit par atteindre la maison de Tano. Il est heureux de voir Russo et Juan, mais gronde Russo d'avoir amené son beau-frère Omar. Le groupe passe la nuit à jouer aux cartes avec Lucas, mais il ne laisse pas Omar se joindre à eux, et Tano s'énerve lorsqu'Omar touche sans cesse ses affaires. Finalement, il commence à pleuvoir et l'électricité est coupée. Tout le monde prend son téléphone et ils sont choqués de voir que toutes les batteries sont mortes. La lampe de poche de Tano ne fonctionne pas non plus, alors ils doivent utiliser une vieille lampe à gaz. Soudain, ils entendent des bruits étranges et la femme de Tano, Anna, descend en disant qu'elle a vu un voisin s'effondrer dehors. Lorsqu'ils regardent par la fenêtre, ils découvrent qu'il neige, ce qui n'arrive jamais à Buenos Aires. Sans parler du fait qu'il fait actuellement été. La neige ressemble un peu à de la cendre et Anna refuse de laisser Tano sortir, pensant qu'il y a quelque chose de toxique dans l'air. Alors que des voitures commencent à s'écraser dehors, les hommes essaient le téléphone fixe, mais il ne fonctionne pas non plus. Le groupe commence à avoir peur et Tano demande à tout le monde de fermer toutes les fenêtres et de couvrir chaque trou. Russo touche une fenêtre et remarque qu'elle est glacée. Les garçons commencent à discuter de la situation et la discussion dégénère en une dispute, alors Russo profite de l'occasion pour quitter la maison et pousse Lucas quand il essaie de l'arrêter. Il ne parvient à faire que quelques pas avant de tomber mort dans la rue. Tano blâme Omar pour la mort de Russo et les autres doivent les séparer avant qu'ils ne se battent. Au fur et à mesure que les heures passent, le temps devient plus froid et tout le monde met des vestes supplémentaires. Ils s'inquiètent aussi pour leur famille. Soudain, il y a un coup à la vieille porte menant au garage. Une femme appelle à l'aide, mais Tano se méfie car elle pourrait être une menteuse essayant de profiter de la situation. Les autres le convainquent que c'est la bonne chose à faire, alors Tano prend son arme tandis que Juan brise le vieux verrou. Un gars entre et Anna s'occupe d'elle tandis que Tano et Juan profitent du couloir maintenant ouvert pour entrer dans le garage. Juan veut prendre les clés de la voiture, mais il y a un trou dans le plafond qui laisse tomber de la neige devant le bureau du garage. Il se déplace à l'intérieur de la voiture de Tano et connecte une échelle à la fenêtre du bureau, puis se couvre de plastique pour y grimper. Une fois qu'il a les clés et revient, Tano pointe la neige tombée, remarquant qu'elle change de couleur après être restée un moment au sol. Les hommes essaient plusieurs voitures, mais aucune ne démarre. Peu de temps après, le groupe voit qu'un voisin est vivant. Ils essaient de lui faire des signes de main pour l'empêcher d'ouvrir la fenêtre, mais il est trop tard, l'homme jette un coup d'œil et meurt instantanément. Lorsque sa femme vient vérifier, il en est de même. Voir cela rend Juan encore plus désespéré de sauver sa famille et il annonce qu'il part. Les autres l'aident à couvrir son corps de la tête aux pieds avec plusieurs couches de vêtements et de sacs plastiques. Tano a un vieux masque pour protéger son visage, mais Juan refuse l'arme. Lorsque Juan s'apprête à partir, Omar saisit l'arme et bloque la porte, disant qu'il veut le masque pour lui. Tano lui prend facilement l'arme et lui rappelle qui est le chef. Après cela, Juan peut enfin quitter le bâtiment et confirme que le costume improvisé le protège de la neige. En marchant dans les rues, il voit des centaines de corps, tant de personnes que d'animaux. Toute la ville est maintenant recouverte de neige. Il conclut que le problème se produit dans le monde entier. Malheureusement, l'appel se termine trop vite. Désespéré de parler à la personne au Brésil, Tano monte sur le toit pour déplacer l'antenne, mais il découvre que sa boussole ne fonctionne pas. Il retourne précipitamment à son atelier pour vérifier les autres boussoles et remarque qu'elles se comportent toutes de manière étrange. Finalement, le couple revient chez Tano avec Pablo. Tano informe Juan qu'il a changé d'avis et qu'il veut partir pour sa maison sur une île. Il lui parle des boussoles et conclut que le champ magnétique de la Terre a changé, il pense donc que le monde est brisé. Juan veut toujours retrouver sa fille et ils se disputent jusqu'à ce que Tano dise que Clara est morte et que Juan est dans le déni. À la station-service, la femme enceinte et son petit ami prennent des fournitures dans le magasin et de l'essence d'autres voitures. L'homme entend un bruit et regarde autour de lui avec sa lampe de poche jusqu'à ce qu'il voit quelque chose bouger. Soudain, la voiture tremble et, quand la femme se retourne, son petit ami a disparu. Quelque chose de strident brise sa fenêtre et elle crie alors que la voiture glisse sur la neige, finissant par tomber dans une colline et la tuer. Sur le pont local, une personne en costume jaune marche rapidement. Un groupe de personnes apparaît au loin pour traverser le pont aussi. Chez Tano, le groupe organise des funérailles pour Russo. Ensuite, Tano et Lucas vont à l'épicerie chercher plus de provisions. Juan insiste pour retrouver sa fille et Anna se souvient qu'elle a récemment jeté une pile de annuaires téléphoniques. Il les récupère dans la poubelle et Juan trouve enfin l'adresse qu'il cherche. Juan part seul à pied, mais Tano se sent mal et décide de l'aider en voiture. Il annonce qu'ils retrouveront Clara et partiront ensuite pour l'île ensemble. Pendant le trajet, Tano partage sa théorie, il pense que l'anneau de particules radioactives entourant la Terre a été détruit et a causé la neige mortelle. Quelques instants plus tard, ils trouvent les routes bloquées par d'énormes tas de voitures. Soudain, ils entendent un bruit et sont surpris de voir des voitures militaires s'approcher. Un soldat leur demande de faire demi-tour et d'éviter le centre-ville car il a été bouclé. Il explique également que la base militaire est en train de s'organiser et que de l'aide arrivera bientôt. Il y a quelque chose de bizarre dans sa façon de parler.
donc lorsque les voitures militaires partent, Juan et Tano décident de les suivre. Après avoir traversé un tunnel, les deux arrivent en centre-ville et les soldats ouvrent le feu sur eux. Ils commencent à rouler en marche arrière pour échapper, mais un bus tombe du pont et bloque le passage. Le duo avance et passe devant les soldats, pour découvrir qu'ils tirent sur autre chose. Il s'avère qu'il y a d'énormes insectes sur le pont qui projettent les véhicules et l'armée ne peut pas les arrêter. Lorsqu'un homme apparaît au milieu de la rue, il tourne la voiture pour l'éviter et le véhicule finit par glisser sur la neige. Alors qu'il roule, Juan a une vision de la lumière rouge et de sa fille Clara. La voiture s'arrête lorsqu'elle heurte un garage. Juan regarde les insectes descendre du pont et attaquer les soldats, les capturant avec des tentacules et les enveloppant dans quelque chose ressemblant à des toiles d'araignée. Tano aide Juan à sortir de la voiture et il se précipite à l'étage juste à temps pour éviter que les insectes n'écrasent les portes du garage. En se déplaçant, Juan continue à avoir des visions de la lumière rouge et de la destruction totale. Ils réussissent à se cacher sur le toit et après un moment, ils jettent un coup d'œil pour confirmer que tous les soldats et insectes sont partis. Puis ils descendent et prennent les armes tombées avant de continuer leur voyage. Lorsqu'un insecte apparaît en train de traîner une personne enroulée dans une toile, il se cache et la regarde traîner le corps dans de nouveaux nids. Alors qu'il continue à avancer, Tano glisse accidentellement et frappe une benne à ordures. Un insecte entend le bruit et vient vers eux, alors Juan ouvre le feu, mais l'arme de Tano est bloquée. D'un tir précis dans la tête, Juan tue l'insecte avant qu'il ne se rapproche trop. Malheureusement, le bruit attire l'attention d'autres insectes, donc le duo commence à courir. Certains des monstres les poursuivent, tandis que d'autres se nourrissent de l'insecte mort. Heureusement, un homme les voit et agite les mains pour leur montrer où aller. Lorsqu'ils atteignent les portes d'une église, des gens des fenêtres lancent des bombes Molotov qui enflamment les insectes. L'homme ouvre la porte pour eux et ils prennent un tunnel caché dans une autre pièce tout en évitant les insectes dans la zone principale de l'église. Ils rencontrent une religieuse qui s'occupe d'un groupe de survivants, dont Omar. Il essaie de dire que ses anciens amis sont dangereux pour les faire expulser, mais la religieuse ne l'écoute pas et les emmène sur le toit pour leur montrer les lumières rouges. Apparemment, les insectes sont arrivés avec elle. Tano conclut qu'il s'agit d'une invasion extraterrestre et commence immédiatement à courir pour s'échapper, mais la religieuse l'arrête parce qu'il mettrait tout le monde en danger. Le soir, un groupe d'explorateurs revient avec des fournitures, mais ils n'ont pas pu aller très loin à cause des insectes. Tano pense que des extraterrestres plus intelligents contrôlent les insectes. Juan essaie de sortir en cachette pour retrouver sa fille et est vu par Omar, qui lui saisit le cou pour le faire taire. Omar lui dit qu'un homme nommé Rango se souvient de lui de la guerre des Malouines, mais Juan ne le reconnaît pas. Ensuite, Omar partage également une rumeur concernant un tunnel caché à la frontière entre le centre-ville et les banlieues. Juan quitte l'église par la porte arrière et commence à traverser la ville en grimpant sur les toits. Il voit la lumière rouge et a une vision des insectes marchant vers quelque chose. Dans l'église, le groupe se dispute sur leur prochain mouvement, certaines personnes veulent partir, mais d'autres pensent que c'est trop dangereux. Juan revient et annonce qu'il a trouvé un camion en état de marche, tout le monde convient qu'ils doivent partir avant que les insectes ne les trouvent. Pendant que le groupe rassemble ses fournitures et se couvre, Juan parle à Rango, qui ne viendra pas avec eux. Lui et la religieuse restent parce qu'ils ne veulent pas ralentir le groupe. Juan lui parle de ses visions, car certaines des destructions semblent correspondre à des images de guerre, mais Rango n'a eu aucune vision. Le groupe traverse prudemment la rue pendant que les lumières rouges fournissent de la visibilité. Un insecte est à proximité, mais il ne les voit pas. Ils continuent à avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent la frontière et que la plupart du groupe se cache dans un bus pendant que deux hommes commencent à percer un vieux mur pour trouver le tunnel. L'un des survivants est une mère avec un bébé qui commence soudainement à pleurer. Le bruit attire l'attention des insectes, mais heureusement, les hommes terminent de percer le mur et le groupe se précipite pour se cacher dans le tunnel avant de se faire repérer. Juan reste dans le bus avec la mère, qui fait taire le bébé en le nourrissant. Soudain, les cloches de l'église commencent à sonner, ce que Rango et la religieuse font exprès pour distraire les insectes. Pendant que le groupe traverse le tunnel, Rango et la religieuse répandent du gaz dans l'église. Une fois que tous les insectes sont à l'intérieur, ils jettent une cigarette pour provoquer une grande explosion qui enflamme le bâtiment et les tue. À la frontière, le groupe atteint l'autre côté et trouve le camion que Juan a vu plus tôt. Cependant, lorsqu'il le déplace, un insecte sort du tas de voitures. Il traîne Tano, mais avant qu'il ne puisse cracher sa toile, les survivants lancent une grenade fumigène qui fait fuir l'insecte. D'autres monstres arrivent par le pont, donc Juan ouvre le feu pendant que tout le monde court pour monter dans le camion. Les bêtes font tomber un panneau pour grimper, mais d'ici là, le camion roule déjà assez vite pour qu'elles ne puissent pas les suivre. En partant, il voit l'église brûler au loin. Une autre vision montre un Juan plus jeune attaquant l'ennemi pendant la guerre des Malouines. Une énorme explosion l'a fait perdre connaissance et le matin, il s'est réveillé dans la tranchée entouré des corps de ses camarades soldats. Il neigeait et il pouvait entendre un sifflement. Lorsqu'il a quitté la tranchée, il a trouvé son moi plus vieux qui le regardait. Dans le présent, Tano, Juan et Omar quittent le groupe pour retourner chez Tano tandis que les survivants continuent de conduire vers la base militaire. Ils voient des gens sur les toits, mais ils les ignorent. Une fois à l'intérieur, Juan est choqué de trouver Clara endormie sur les genoux d'Elena, comme dans ses visions. La famille a une douce réunion tandis que Clara explique qu'elle est venue le chercher parce qu'elle se souvenait qu'il avait sa partie de cartes hebdomadaires ici.
Pendant ce temps, Roberto arrive avec certains des hommes de Benito, disant qu'ils ont entendu des rumeurs sur les insectes. Lorsque Tano confirme cela et leur annonce qu'ils partent, Roberto propose un marché, son camping-car contre la maison et le garage de Tano, car il pense pouvoir combattre les monstres. Tano accepte volontiers. Une fois tout le monde prêt, le groupe monte dans le camping-car et Tano remarque que le costume jaune que Clara portait pour venir ici est celui de son bateau. Alors qu'ils s'éloignent, ils doivent éviter une voiture folle qui essaie désespérément de s'échapper de la ville. Finalement, le groupe arrive au quai, seulement pour découvrir qu'il n'y a pas d'eau et que la zone est trop boueuse pour traverser la rivière en voiture. Sur le seau d'un pêcheur, il remarque qu'un poisson est toujours en vie. Omar pense qu'il devrait aussi se rendre au camp militaire, mais Juan et Tano décident de conduire vers le nord pour essayer de trouver de l'eau là-bas. S'ils n'en trouvent pas, ils envisageront un autre plan. Avant de partir, Tano va vérifier son bateau. En continuant leur voyage, ils voient la voiture folle de tout à l'heure écrasée sur le bord de la route. La famille semble avoir été abattue. Lorsque Clara se réveille, il lui demande d'où elle a obtenu le costume et le masque, mais elle ne se souvient pas d'en avoir porté. Après quelques heures de conduite, il trouve un grand centre commercial où de nombreuses personnes semblent se cacher, alors il décide de passer la nuit là-bas. Pendant que tout le monde s'installe, Juan admet à Lucas qu'il est perturbé par le retour de Clara, car cela lui semble irréel. Lucas pense simplement que la situation ne lui permet pas de penser clairement. Pendant le dîner, la plupart des gens discutent joyeusement ou dansent, mais Juan se méfie de tant d'inconnus réunis. Lorsqu'un garçon neurodiverge approche Clara, elle se fiche pendant quelques secondes avant que ses mains ne commencent à claquer. Ses parents doivent l'aider à se calmer et l'emmener sous une tente. Elena pense qu'il devrait aller à la base militaire pour obtenir de l'aide pour Clara, mais Juan lui rappelle qu'il ne peut pas y aller. La conversation est interrompue par Tano, qui révèle qu'il n'a pas trouvé son bateau. Cependant, il a trouvé le journal de bord et la signature de Clara indique qu'elle l'a pris. Pendant ce temps, Lucas part à la recherche d'alcool et entend des bruits étranges dans la pièce voisine. Le matin suivant, tout le monde sort avec enthousiasme car il a cessé de neiger. Les gens célèbrent la lumière du soleil pendant que Tano vérifie sa boussole. Il découvre que les pôles se sont inversés et que le sud est désormais le nouveau nord. Anna réalise alors que Lucas a disparu. Pendant que Tano et Juan partent à la recherche de leur ami perdu, une voiture se gare à l'extérieur et 3 inconnus masqués en sortent. Soudain, ces inconnus ouvrent le feu, tuant plusieurs personnes. Tout le monde se précipite à l'intérieur en panique, tandis que Juan et Tano retournent pour riposter. Certaines personnes se cachent derrière des voitures et le duo se faufile pour les aider. Grâce à ses compétences de soldat, Juan tue l'un des ennemis d'un tir précis. Le deuxième attaquant vérifie une poubelle et trouve 2 adolescents, mais il les ignore et entre dans le centre commercial. Rapidement, Juan se cache derrière une autre voiture et tire sur le troisième inconnu, ce qui fait tomber le corps à travers une vitrine. Lorsqu'il lui enlève son masque, il voit son collier et apprend qu'elle est la mère de 3 enfants. Elena est médecin et s'occupe des blessés, y compris le garçon neurodiverge. À ce moment-là, Lucas arrive avec des soldats de la base militaire, disant qu'il les a trouvés sur l'autoroute. Lorsque Tano lui demande comment il est arrivé là, Lucas dit qu'il ne sait pas. Ensuite, Tano vérifie le camping-car et découvre que la fusillade l'a endommagé. Tous les survivants partent dans les camions militaires. En traversant l'autoroute, Lucas montre l'endroit où les soldats l'ont trouvé. Il ne se souvient pas comment il y est arrivé et l'attribue à l'alcool qu'il a bu la veille. Pendant le voyage, il remarque que la rivière a retrouvé de l'eau. Pendant ce temps, le troisième tireur a réussi à s'échapper. Il entre dans les égouts mais les insectes ne l'attaquent pas. En fait, il s'écarte comme s'il le reconnaissait. Plus tard, Juan a une autre vision de lui-même faisant des courses au centre commercial et rencontrant la mère qu'il a abattue. Elle lui dit qu'elle est toujours là, dans un coin de son esprit, et lui demande de ne pas cesser de la chercher. Il se réveille à la base militaire, où les soldats apprennent à tous les survivants à tirer. Un matin, Tano est convoqué par le sergent, qui a entendu dire qu'il était ingénieur et lui demande de réparer la radio. Cependant, Tano part en colère lorsqu'il entend qu'ils veulent qu'il le fasse en ville. Lorsqu'il croise Juan, il explique que l'armée prévoit de démolir le mur à la frontière en le frappant avec un train et d'envoyer un message depuis une tour. Lucas prévoit de rejoindre l'équipe et souligne combien de personnes il pourrait sauver avec ce message, ajoutant que s'ils n'aident pas, ils seront en danger, pas seulement à cause des insectes. Son ton est assez agressif et ses amis pensent qu'il agit bizarrement. Ensuite, d'autres camions arrivent avec des survivants, y compris Roberto. Tano lui demande ce qui s'est passé et Roberto explique que Benito et la bande n'ont pas survécu. En entendant cela, Juan pense qu'ils devraient partir et se rendre à l'île. Cependant, Tano et leurs épouses insistent pour qu'ils restent. Clara a besoin d'assistance médicale et l'île n'est probablement plus sûre. Cette nuit-là, Juan ne peut pas dormir et décide de se promener, mais il remarque immédiatement que 2 hommes le suivent. L'un d'eux est un ingénieur de train et explique qu'il y a une station près de la base. Ils pensent qu'ils peuvent la réparer pour atteindre la ville en toute sécurité et envoyer le message depuis la tour, mais ils ont besoin de Juan pour changer la vie de Tano. Le matin suivant, un groupe d'adolescents organise un petit enterrement pour le garçon neurodiverge, qui n'a pas survécu à la fusillade. Tano, Juan, Omar, Pablo, Inga, Lucas et quelques autres rejoignent l'équipe de soldats pour la mission. Après avoir traversé la rivière en bateau, ils trouvent les voies ferrées et continuent à pied.
Pendant le voyage, il voit des avions militaires passer. Lorsqu'ils arrivent à la gare, il se met immédiatement au travail. La plupart de l'équipe se concentre sur la réparation et le déplacement du train tandis que quelques soldats assurent la garde au cas où les insectes apparaîtraient. Heureusement, personne ne s'approche d'eux, mais lorsque le train part enfin, ils ne voient pas une femme armée qui les observe depuis le réservoir d'eau. En cours de route, Pablo et quelques soldats quittent le train pour surveiller la frontière. Quelques instants plus tard, le train se rapproche du mur de voiture et les vibrations font sortir les insectes de leur cachette. Tout le monde se tient bon alors que le train commence à aller plus vite et Juan chante pour distraire l'équipe, qui le rejoint bientôt. Le train frappe le tas et envoie toutes les voitures voler, créant beaucoup de fumée et un nuage de terre. L'équipe célèbre leur succès à travers leur tour. Une fois arrivés en ville, l'équipe continue à pied avec la batterie et ils sont surpris de voir qu'aucun insecte ne les suit. Ils remarquent aussi que les avions de tout à l'heure se sont écrasés au sol. L'équipe se divise à nouveau, avec la moitié qui déplace la batterie vers une tour radio tandis que les autres vont vérifier les avions. Il y a des missiles dans une boîte et un gars trouve une carte indiquant qu'il volait vers le stade. Soudain, il voit un garçon au milieu de la rue et quand ils sortent pour vérifier, il trouve beaucoup de civils les regardant avec des visages vides. À la tour radio, Tano installe avec succès la radio et un opérateur militaire envoie un message indiquant aux survivants qu'ils peuvent trouver de l'aide à l'armée. De retour à la base, ils reçoivent le message sur leur radio et les femmes remarquent que les adolescents partent en voiture. Les soldats tirent des fusées éclairantes pour confirmer que le message a été reçu et tout le monde célèbre. L'excitation à la tour radio se calme lorsque le groupe remarque une lueur bleue provenant du stade. Juan pense qu'il devrait aller vérifier, mais un soldat fait remarquer que l'équipe des avions n'est pas revenue et qu'ils ne peuvent pas risquer d'envoyer plus de gens. À l'entrée de la tour, les soldats assurent la garde jusqu'à ce qu'un homme de l'équipe des avions revienne. En haut, Juan et son équipe attendent dans un appartement, où ils trouvent un deck. Ils commencent à jouer, mais Lucas n'est pas aussi bon que d'habitude et ne se souvient pas des gestes impliqués dans le jeu. Lorsque les autres se moquent de lui, il craque et saisit un couteau, qu'il utilise pour poignarder Omar avant de s'enfuir. Juan et Tano le poursuivent jusqu'au toit, où Lucas commence à parler de quelqu'un qui écoute les conversations radio et perturbe le plan. Ses amis ne comprennent pas son discours cryptique, mais avant qu'il ne puisse demander des explications, Lucas saute. Tano a une crise en regardant son ami mourir, mais Juan lui dit de bouger parce qu'il voit beaucoup de gens se déplacer étrangement dans la rue. Alors qu'ils descendent, l'opérateur radio et Omar les rejoignent, mais les gardes à l'entrée sont tous inconscients. Le groupe se cache dans les escaliers pendant que l'équipe des avions revient chercher le bâtiment. Lorsqu'ils atteignent l'extérieur, ils voient un survivant familier près de la porte, mais lorsqu'ils l'appellent, l'homme commence à crier pour donner leur position. Une chasse commence et Juan doit ouvrir le feu pour repousser les gens qui arrivent tandis que ces hommes ferment la porte derrière eux. Bientôt, ils atteignent le train et sautent à bord alors que le conducteur le fait démarrer. La foule qui les poursuit court après eux mais n'est pas assez rapide. Un seul homme se rapproche et Juan le abat. Pendant le voyage, Juan réalise que ces gens se comportaient comme les tireurs du centre commercial. Cependant, ils les ont laissés envoyer le message, il semble donc que ce soit un piège. Il veut enquêter sur le stade et le soldat conducteur se porte volontaire pour venir avec lui, alors il apprend à Tano à manœuvrer le train. Juan ne peut s'empêcher de penser que le conducteur lui semble familier. Le reste du groupe retournera à la base pour prévenir les autres et soigner la blessure d'Omar. En traversant la ville, ils entendent des coups de feu au loin. Ils fouillent la zone et trouvent beaucoup de gens debout, figés dans le parc jusqu'à ce que des camions viennent les chercher. Les insectes se promènent autour de ces personnes, qui tirent des armes dans le cadre de leur entraînement. Ensuite, le duo entre dans un bâtiment abandonné et Juan a de nouveau ses visions, qui lui montrent toutes les choses qu'il a vécues ces derniers jours. Lorsqu'il regarde depuis le balcon, Juan réalise pourquoi le soldat lui semble familier et ses visions correspondent aux événements, il a déjà vécu tout cela. Soudain, un kiosque commence à briller en bleu et la créature extraterrestre derrière toute l'opération apparaît. Elle joue une mélodie apaisante qui contrôle l'esprit des gens pour les transformer en ses esclaves. Juan voit des adolescents dans la foule et réalise que le comportement de Clara signifie qu'elle a été contrôlée mentalement depuis le début.